bienvenue sur le plateau HR Makers. Aujourd'hui, une émission toute spéciale puisque tournée en direct des victoires du capital humain en novembre 2024. On fait le point sur le marché de l'emploi. Nous le savons, nous avons connu une période de grande démission, de problématiques aussi de rétention des talents ou de pénurie de talents sur certains secteurs. Nous sommes en fin d'année 2024. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau pour en parler deux invités. Benoît Durand-Tisnes. Bonjour Benoît, vous êtes président du cabinet Wayday et président de France Transition. Et Guillaume Viol, directeur RH de Novartis France. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec moi sur ce plateau. Je voulais vous réunir pour vraiment aborder cette thématique du marché de l'emploi. Votre regard, peut-être qu'on va commencer par vous, Guillaume, en cette fin d'année 2024. Est-ce qu'il y a toujours des problématiques de rétention et de recrutement Voilà, votre... Oui, pour moi, le marché du travail est toujours en tension et les fondamentaux de recrutement sont identiques. C'est-à-dire que, alors, faut regarder métier par métier, mais on constate des métiers dans mon activité, dans le médical par exemple, ou dans les sciences, les données scientifiques. Il est dur de recruter, en tout cas les recrutements prennent du temps. Alors parfois c'est par design, on cherche à prendre du temps et à bien recruter, mais on constate une difficulté à recruter sur certains métiers, sur certaines compétences. Toujours des difficultés à recruter. Vous, Benoît, vous accompagnez certains dirigeants dans leur recherche, voilà, notamment de postes de direction. Est-ce que vous, voilà, quel est votre... Alors on a une vision un peu transverse du marché et en même temps un peu focus, puisque moi mon spectre c'est plutôt l'emploi des seniors. Maintenant ce qu'on voit sur l'année 2024, c'est que y a une première partie d'année qui a été très en tension comme depuis un certain moment. Le chômage, je lisais l'autre jour, est descendu quasiment à 7%. Et depuis cet été, depuis la dissolution et tout ce qui s'est passé, je pense qu'il y a une perte de confiance. Et alors, je ne pense pas que ça soit général, effectivement, pour rebondir sur ce que dit Guillaume, mais dans certains secteurs, la confiance baisse. Donc les entrepreneurs, les entreprises se disent qu'est-ce que je fais? Et là, on commence à voir des baisses le marché du recrutement qui est en souffrance là où il n'était pas avant. Puisque si on regarde un peu le marché de l'emploi en général, on a des taux de chômage importants sur les moins de 25 ans et sur les plus de 55 ans, mais globalement, il n'y a quasiment pas de chômage historiquement depuis quelques années sur le 25, 45, 50. Voilà, c'est une donne qui est en train de changer. Je ne sais pas où ça va. Je lisais ce matin dans le journal que certains syndicats annoncent près de 300 fermetures de sites qui vont impacter plus de 200 000 emplois. Il y a des constructeurs automobiles qui s'apprêtent à faire des opérations. Voilà, on est dans l'incertitude et je pense qu'il faut rester agile et c'est un sujet d'actualité en tout cas. Ah oui, complètement. C'est un sujet d'actualité. Donc emploi des seniors, c'est intéressant parce qu'on on recherche parfois certains profils et pourtant les seniors, on a le taux d'emploi le plus faible d'Europe sur l'emploi des seniors. Vous avez aussi parlé encore des jeunes, des fermetures d'entreprises. Quels sont les besoins que vous connaissez au niveau des recrutements? Quels sont peut-être aussi les profils clés? Qu'est-ce que vous attendez des candidats, des potentiels candidats que vous recevez? Alors on recrute sur des métiers très variés et très différents, mais si je devais faire une synthèse de ce qui est des lignes rouges actuellement, des tendances de recrutement, je dirais la capacité à manager les données et tout ce qui est data scientist, travail avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est des métiers où on sait que la révolution est en cours, on sait qu'on a besoin de faire des progrès et c'est très très dur de recruter parce que c'est des techniques nouvelles, des compétences nouvelles. Donc s'il y a une compétence à investir pour les jeunes et les seniors, c'est sur ces aspects de data science, intelligence artificielle. Ça, c'est vrai, je pense, dans toutes les industries. L'autre fondamental que je vois, c'est que la compétence technique fonctionnelle demeure très importante, mais comme toujours, je ne sais pas si tu le vois dans tes activités, mais ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire la capacité à manager des organisations matricielles, la capacité à gérer l'ambiguïté des prises de décision, la capacité à se mettre au service d'un intérêt supérieur à soi et d'une équipe restent des fondamentaux qu'on recherche dans tous nos candidats
et qui sont des choses qui font la différence entre les candidats. Très bien. Je suppose que vous, côté dirigeant, les besoins qu'on vous exprime doivent être assez similaires. Oui, je vais complètement dans le sens. En fait, je pense qu'aujourd'hui, vous voyez, moi, je sors d'école en 1993. Les compétences que j'avais acquises à l'époque, elles étaient valables 30 ans. Aujourd'hui, on parle de 6 ans. Et en fait, ce qui fait la vraie différence, c'est effectivement les soft skills. On le voit bien. Nous, on recrute. Je suis plutôt dans un spectre de marché où les gens ont 20-25 ans d'expérience. Ouais. Globalement, ils ont à peu près tous le même parcours, des études solides, des expériences opérationnelles de management dans des groupes de différentes tailles avec la plupart du temps de la transformation. La vraie différence, c'est l'esprit critique, le courage managérial, la capacité à interfacer et à fédérer des gens. C'est ce qu'on appelle le savoir-être, c'est ce qu'on appelle les soft skills. Le savoir-faire, aujourd'hui, il est important dans certains métiers très très pointus, où il y a des vraies tensions de marché. Et il est important, après, de plus en plus, effectivement, avec l'accélération technologique, c'est des choses qui peuvent être soit factorisées, soit on a l'information. Voilà, donc la capacité de traiter l'information, j'allais dire presque avec émotion, au sens positif du terme, c'est vraiment un des axes d'avenir. Deuxième élément, je rebondis sur les data, évidemment. Je crois qu'il y a une étude de Dell en 2023, je lisais l'autre jour, 85% des jobs qui existeront en 2030 n'existent pas encore. Oui. Donc, c'est le chiffre qui revient. Même nos enfants, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire, alors on leur demande à 15 ans avec Parcoursup de faire leur carrière, c'est hyper difficile. C'est hyper difficile, donc je pense que le vrai truc, c'est de savoir s'adapter, rester agile. Moi, il y a une phrase que j'aime bien du patron de LinkedIn qui dit « il faut vivre en permanente bêta ». Oui, c'est pas faux. Quelles sont un petit peu les innovations qu'on peut mettre en place pour recruter déjà différemment? Peut-être justement ne pas louper des profils. Donc, je pense beaucoup, bien évidemment, à l'emploi des seniors, mais peut-être aussi parfois à l'emploi des femmes qui restent sous-évaluées dans certains secteurs. Voilà, comment est-ce que, lorsque l'on recrute, on peut aussi peut-être soi-même travailler différemment? Ok, je vois deux axes. Le premier, c'est que malgré toutes les innovations qu'on peut imaginer, l'entretien de recrutement reste aujourd'hui l'outil le plus utilisé avec les énormes inconvénients qu'il propose. L'entretien de recrutement a plein de biais, mais je pense qu'on peut quand même l'utiliser de manière constructive. Donc chez Novartis, par exemple, on fait en sorte que nos entretiens de recrutement soient extrêmement structurés. Donc on équipe les managers avec un set de compétences, de questions associées et d'évaluation des compétences extrêmement structurés pour éviter les biais humains classiques à tous les entretiens. Et avec ça, on s'aperçoit qu'on a un taux de succès sur les recrutements qui est plutôt pas mal. Donc entretien extrêmement structuré d'un côté. Deuxième innovation, c'est de sortir des entretiens, arrêter de poser des questions, de regarder ce que les candidats disent, mais les faire faire. Donc on essaie de plus en plus de mettre les gens en situation. Et donc d'observer. Alors ça passe par des cas pratiques. Pour les soft skills, ça doit être intéressant. Alors pour les soft skills, également pour les hard skills, c'est-à-dire que par exemple, vous recrutez un data scientist, vous lui donnez un problème technique et vous lui demandez de le résoudre. Et vous regardez ce qu'il fait. Et en fait, on regarde la curiosité de la personne et on essaie d'observer comment en situation il arrive à performer. Et ça, c'est un axe qui m'intéresse énormément parce qu'on sort des biais classiques d'un entretien où on voit ce que la personne veut nous présenter. Ici, on regarde ce que la personne a à offrir dans la réalité. Donc ça, c'est la deuxième innovation. La troisième, c'est l'intelligence artificielle. Oui. Alors là-dessus, chez Novartis, on a fait le choix pour l'instant. On n'utilise pas du tout l'intelligence artificielle sur la partie régalienne du recrutement, c'est-à-dire sélection des CV, tri des CV et gestion des entretiens. On a fait le choix pour l'instant de ne pas y aller, pas encore, parce qu'on pense qu'on ne s'est pas prêt et c'est encore trop risqué. En revanche, on l'utilise sur les périphériques du recrutement, organisation des entretiens, management des réunions internes, où là on utilise l'intelligence artificielle pour nous faire gagner du temps et privilégier l'aspect humain de l'entretien. Très bien. Intelligence artificielle de votre côté, Benoît, comment ça En fait, c'est un outil technologique. On est à un virage technologique. Et pour moi, c'est pas la peine de reculer, il faut y aller à fond. Maintenant, l'entreprise, ça reste une aventure humaine. Et je rejoins complètement Guillaume. Rien ne remplace la rencontre physique
dans le sens où on va être amené à travailler et à construire des choses ensemble. Et on le voit d'autant plus dans notre métier du management de transition, où quand on arrive, on ne va pas reprendre un manager de transition pour une carrière, on va le faire évoluer. Nous, l'impact, il doit être au bout de 15 jours, et une mission, ça dure entre 7 et 9 mois. Le feeling, on va dire, ce qui se passe entre deux personnes est important. Alors ça n'exclut pas d'avoir des méthodologies qui peuvent être organisées technologiquement. Nous, je sais que dans mon métier aujourd'hui, on utilise l'intelligence artificielle, on l'a déjà intégrée, mais tout en amont pour aller rechercher des profils dans une base qui nous fait 15 000 personnes et être certain de ne pas oublier quelqu'un. Mais après, vous avez... Pas pour remplacer votre... Je vous donne un exemple. Par exemple, on ne fait pas démarrer la même personne ou le même type de personne dans une entreprise familiale que dans un groupe introduit en bourse, que dans un groupe qui est géré par un fonds de private equity qui demande un reporting un peu serré. Donc, avant tout, la rencontre humaine. Ouais, je pense que là-dessus, on est d'accord. Et c'est pas incompatible. Non, c'est pas du tout incompatible. Il ne faut pas oublier, hein, la technologie, l'IA, etc. ne sont que des outils. Le centre, c'est l'humain. Guillaume. On est aligné et on sait qu'actuellement, il y a des entreprises qui vont au-delà de ça. Par exemple, je vois les entreprises sur le marché qui ont mis en place des vidéos de sélection. Alors, le concept est le suivant, c'est que vu la masse des candidatures que reçoivent les entreprises, elles demandent aux candidats de faire des vidéos, et donc de quelques minutes sur quelques questions. La personne se filme, répond aux questions, et après une intelligence artificielle va analyser la qualité des réponses et même apparemment la qualité du langage corporel. Donc les entreprises tentent des percées de l'intelligence artificielle là-dedans. On attend de voir ce que ça donne pour voir si c'est des outils qu'on sera amené à utiliser un jour. Mais je pense qu'on est à l'aube de la révolution de l'intelligence artificielle sur ces sujets. Bien sûr, mais ça aura forcément des effets vertueux. Ouais. Je voulais aussi vous interroger, avant de conclure, sur votre regard aussi sur la façon dont les carrières s'effectuent. On sait que les carrières sont de moins en moins linéaires, on sait que les métiers de demain, on ne les connaît toujours pas, on sait qu'on va se reconvertir plusieurs fois. Du coup, pour le côté recrutement, ça demande de savoir quelles sont les compétences qui sont transverses d'un secteur à un autre, d'un poste à un autre. Voilà. Est-ce qu'on est en train de sortir un petit peu du CDI ? Comment... Voilà, Benoît, peut-être pour commencer, vu que c'est votre... Bon, déjà, un constat, le CDI, ça reste quand même, on va dire, le format normal en France et sûrement dans d'autres pays de contractualisation dans le cadre du droit social, c'est-à-dire dans le cadre de contractualisation avec une entreprise. Il ne faut pas non plus tout révolutionner. Maintenant, il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Moi, je crois fondamentalement qu'aujourd'hui, si on regarde, on parle d'emploi des seniors, on parle des jeunes, on parle d'évolution, on parle de on ne sait pas où vont les compétences et comment on va les employer. Fondamentalement, je pense qu'on a une charnière. On a une double charnière. D'abord, en 2025, les premiers millennials vont avoir 45 ans. À 45 ans, c'est l'âge où on prend des responsabilités de management, à peu près, de management dirigeant. Donc aujourd'hui, on a une charnière où les gens qui ont le pouvoir qui ont le pouvoir dans l'entreprise, donc le pouvoir décisionnaire, donc d'engager des transformations, etc. Ce sont des gens qui sont de ma génération, j'ai 54 ans, et plus âgés. Et puis ce qui arrive, sont des gens qui sont natifs de nouvelles technologies. Donc en fait, on a une charnière où ceux qui ont le pouvoir se disent « où je vais, je ne sais pas, il faut que je m'adapte ». Et c'est difficile parce que c'est aussi une génération où on leur a toujours dit écoute, normalement, si tu travailles bien, tu as ta carrière et tout ça. Bien sûr. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a plus une carrière qui est linéaire. Une carrière, ça se fait de plusieurs entreprises. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a 20-25 ans, quand on se faisait quitter par une entreprise, on va dire comme ça arrive régulièrement sur des populations d'au-dessus de 45 ans, c'est un problème, c'est qu'il y avait eu un problème. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, faut le prendre positivement, on n'est plus la bonne personne au bon endroit parce que l'entreprise s'en transforme et évolue et c'est plus un problème. Donc en fait, là, il y a encore des vieilles croyances qui font que il y a les courbes de deuil à passer, mais on le voit vraiment, c'est plus le cas. Il y a la plupart des gens qui sont entre deux jobs aujourd'hui, je le dis comme ça pour sont des super compétences avec des gens qui peuvent être un petit peu cabossés, mais c'est juste conjoncturel. Il faut qu'ils se remettent et ça va.
et ça sert bien cette logique de dire tiens, je fonctionne en mission si on parle de mon travail. Et puis derrière, il y a la jeune génération qui arrive à toute vitesse et c'est eux qui ont raison. Il faut s'adapter. Donc en fait voilà, et puis vous mettez l'accélération de l'intelligence artificielle qui va aller très vite et tout ça, c'est très perturbant. Oui, en effet. Oui, donc sur les CDI, je suis d'accord. Malgré le fait que de plus en plus, donc, quand on fait des plans de ressources à 2-3 ans, on essaie d'intégrer la sous-traitance, le management externalisé, etc. Le CDI reste la norme, surtout dans des activités intenses en capital humain. Et sur du long terme, le CDI reste la norme dans notre entreprise. Vous avez parlé de plan de carrière. Oui. Effectivement, je pense qu'il faut faire le deuil de cette notion de plan de carrière à X années. Pourquoi ? Parce que aucun plan de carrière standard ne peut être proposé à tous les salariés. C'est très dépendant des individus. Le conseil qu'on peut donner à un salarié comme idée de carrière et de prochaine étape professionnelle, qui peut aller très bien pour un salarié, peut être une catastrophe pour un autre. Donc on rentre dans une logique d'individualisation très forte, où sur la base de qui est la personne, on va conseiller des évolutions, des expériences très différentes d'un individu à l'autre. Au moment où l'entreprise et les représentants du personnel nous demandent de la stabilité, des plans de carrière et des projections, il faut accepter cette tension qui est que c'est très individuel. Et puis, tout le monde n'est pas fait pour avoir des carrières de freelancing ou d'entrepreneuriat. On veut faire croire, avec tout cet effet qu'il y a eu depuis quelques années, start-up, etc., le job parfait, globalement, tu vas gagner beaucoup d'argent, je ne vais pas dire sans rien faire, mais tout va être automatisé, etc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Les valeurs fondamentales elles restent là et tout le monde n'est pas fait pour faire des jobs hors CDI. Ouais. J'ai quand même une question. Parce que sur cet enjeu du marché de l'emploi, aussi, et ça va rejoindre les notions d'agilité et aussi les besoins que vous avez concernant les postes, notamment de gestion des données. Comment est-ce qu'on fait pour favoriser l'employabilité des collaborateurs ? Comment est-ce que vous vous assurez que vos collaborateurs soient en train de travailler leur employabilité ? Parce que c'est aussi ce qui se passe sur un marché d'emploi qui peut être dynamique. C'est une très bonne question, parce que la clé pour moi, c'est plus que la carrière, c'est l'employabilité en fait. C'est comment on rend les salariés résilients sur leur santé personnelle, ça c'est notre axe, et sur leur santé sur le marché de l'emploi. Si je devais résumer, je dirais on leur doit la vérité. Alors la vérité, c'est déjà de donner une vision des métiers d'avenir et des métiers en tension. Et c'est pas facile, dire à une catégorie de salariés en pressant que quand on se projette, votre métier est à risque, c'est un acte fort, c'est un acte qui nous engage derrière, mais on leur doit cette vérité-là. Donc une vérité collective qui est voici les métiers qui sont d'avenir et qui seront toujours là dans 3 à 5 ans. Voici les métiers où, attention, il y a un risque assez fort ou un certain risque. Ouais. Avec toute l'humilité basée sur ce que tu as dit, c'est que c'est très dur de se projeter à 2-3 ans. On est à l'aube d'une révolution, on ne sait pas quels seront les postes clés dans 2-3 ans. Mais on peut quand même donner cette visibilité-là. Donc ça, c'est la vérité collective. Et la vérité individuelle, c'est au cas par cas, d'oser dire voilà en quoi tu es performant et employable aujourd'hui, mais voilà, attention, sur ces axes-là, il faut que tu travailles ton employabilité, et c'est des discussions face à face de vérité qui ne sont pas toujours faciles à avoir pour les managers. Moi, je crois que c'est un point central pour l'entreprise, l'employabilité, de la maintenir, parce que de toute façon, toutes les entreprises doivent se transformer et donc elles ont besoin de faire évoluer leurs collaborateurs, donc elles ont besoin de gens évolutifs. La sanction, c'est que s'ils ne sont pas évolutifs, ils sortent de l'entreprise. Et moi, le regard que j'ai, il est plus extérieur, au moment justement où le collaborateur, et en l'occurrence le manager ou le dirigeant dans mon cas, mais ça peut s'appuyer, il sort de l'entreprise. Et en fait, ce qu'on constate, au-delà de la capacité d'adaptation, c'est que, contrairement aux pays anglo-saxons, en France, ou dans les pays latins plus généralement, les gens en général n'anticipent pas. C'est-à-dire, ils sont dans leur job, ils sont dans la course du rat, là, dans le truc, et puis ils n'ont pas le temps. Et moi, il y a une image que j'aime bien, c'est Reid Hoffman de LinkedIn qui dit de la même manière que l'entreprise industrielle, elle doit investir 5% de son temps en R&D pour ne pas perdre son avantage concurrentiel à long terme, je crois qu'aujourd'hui, le collaborateur,
quel que soit le niveau, il doit investir 5% de son temps à cultiver son employabilité. Et ça peut passer aussi par rencontrer du monde, être curieux, s'ouvrir. Parce que ce que moi je vois dans le management de transition, au-delà de tout ce que peut faire l'entreprise pour lui, Oui. c'est pas que à l'entreprise de faire des choses. Non. C'est aussi aux collaborateurs de se bouger. Et de toute façon, les idées, vous les avez. Moi, je suis entrepreneur, j'ai fondé Wayden. Je suis régulièrement à l'extérieur parce que j'ai besoin de me nourrir. C'est pas moi qui vais inventer l'idée. C'est parce que je discute, je suis curieux, je parle avec des gens. Et votre prochain emploi, si jamais vous êtes amené à être entre deux jobs, j'aime bien cette expression, ben, il vient parce que vous avez anticipé les choses. Il y a une obsolescence programmée. Malheureusement, en France, quand on arrive dans ces cas-là, ben on va dire votre existence sociale est fortement rattachée malheureusement à votre carte de visite. Si vous n'en avez plus, c'est très difficile. Donc c'est des choses qui s'entretiennent régulièrement. En plus, ça amène des idées pour son job. Ça permet aussi peut-être d'accélérer l'employabilité que l'entreprise a organisée et peut vous proposer. Mais en tout cas, quand on arrive entre deux jobs, pour moi, c'est ça la clé. C'est qu'on a créé des connexions qui font que des liens forts qui existent au-delà d'aller chercher un emploi. Très bien. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, à retenir pour demain, agilité, employabilité à construire en permanence. Aussi quand même une notion, je trouve, dans vos discours de curiosité d'esprit, de façon de ne pas rester coincé quelque part. Avant de conclure l'émission, je voulais quand même vous laisser la parole sur un tout petit point qui me paraît très important. C'est un sujet social d'actualité, l'emploi des seniors. On a parlé de l'employabilité, comment est-ce qu'on préserve ses compétences. Voilà, votre regard en 2 mots sur ce point-là. Bon, l'emploi des seniors, c'est un sujet d'actualité dont s'empare aujourd'hui le gouvernement, enfin tant qu'il peut et tant qu'il a de l'action. Nous, au niveau de la Fédération du Management de Transition, France Transition, que je préside, on va rencontrer les pouvoirs publics pour essayer de faire connaître le management de transition comme sa contribution à l'économie française et au modèle social, qui a une vraie valeur ajoutée. Il y a un chiffre qui fait peur et que tout le monde brandit, qui est que selon une étude de l'APEC en 2022, 56,9% des seniors sont en emploi seulement. En fait, il faut le modérer. La problématique, elle est sur la tranche 60-64, où là, effectivement, il y a 35%. Alors, on dit on est au-dessus de l'Europe, etc. Maintenant, c'est vrai que dans les entreprises en général, il y a plutôt une obsolescence programmée historique, culturelle du cadre ou du collaborateur après 45 ans. Je pense que ce sont des choses qui sont en train d'évoluer. Ce que je vois aussi, en écho à ce que je disais tout à l'heure, c'est que du coup, quand on regarde la personne qui s'est fait sortir de l'entreprise, elle a intégré a priori que de toute façon, ça est dur de trouver un job. Oui, donc ça n'entraîne pas non plus à aller faire des actions. Donc en fait, il y a un double effet de la confiance de la part des cadres, et je pense que les solutions, elles ne peuvent pas venir seulement du gouvernement, elles viennent aussi des entreprises. Aujourd'hui, on le voit tous les jours, nous, dans le management de transition, en tout cas chez Wayden, les gens de plus de 45 ans qui sont cadres dirigeants, qui ont fait démarrer, c'est des gens qui sont engagés, qui ont envie de transmettre, et qui aussi ont envie d'avoir des carrières peut-être un petit peu différentes, en tout cas ceux qu'on sélectionne. Ils ont connu les problématiques d'organisation matricielle complexe, avec de la politique, avec de la pression et tout ça. Ils ont envie de travailler différemment. C'est une solution, c'est pas la solution pour tout le monde. Mais je pense qu'il va y avoir, c'est un sujet d'avenir et il va y avoir un vrai, d'autant plus qu'ils vont devenir de plus en plus nombreux. Oui, démographiquement, il n'y a pas le choix. Guillaume. Oui, nous on travaille sur 4 axes pour les seniors. Le premier, c'est encore plus que pour tous les autres salariés. Je parlais de dire la vérité, c'est encore plus vrai pour les seniors. C'est-à-dire la clarté qu'on peut avoir en tant qu'organisation sur les métiers en risque, les métiers en tension, les métiers d'avenir. Pour les seniors, c'est encore plus important de le savoir pour préparer l'avenir. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième, c'est statistiquement, plus on est âgé, plus les problèmes de santé peuvent arriver. Donc c'est de créer une culture où c'est OK de ne pas être OK. C'est-à-dire de pouvoir exprimer un problème de santé, un problème de temps de travail, pour essayer de trouver des solutions à ces situations-là.
Le troisième axe, c'est de donner des opportunités d'évolution comme à tous les autres salariés. Et pour ça, pas besoin de changer de poste automatiquement. Chez nous, on développe beaucoup les missions et les projets. Donc, vous pouvez garder votre poste actuel et aller essayer des métiers par le biais de missions ou de projets qui vous permettent de faire les deux. Et donc d'aller soit tester une activité, soit travailler vos compétences. Et enfin, comme j'ai dit pour les carrières, je crois beaucoup à l'individualisation et au cas par cas. Par exemple, je pensais, on avait l'exemple, j'ai un cas en tête de quelqu'un qui était en risque de désinsertion professionnelle parce que ses compétences étaient devenues obsolètes. Et ce qu'on a fait, plutôt que laisser la situation telle qu'elle est, on a créé une fonction particulière qui utilisait le meilleur des compétences qu'il avait et qui rendait service à toute l'entreprise. Donc c'est un cas particulier, mais c'est par cette façon de gérer les salariés qu'on trouvera des solutions, je pense. Merci beaucoup. Je rappelle, Benoît Durand-Titnes, que vous êtes président de Wayden et de France Transition. Guillaume Viol, vous êtes directeur des ressources humaines chez Novartis France. Merci à tous les deux pour vos éclairages. Merci à vous. On se retrouve très rapidement sur Be Smart for Change.